Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Il est 11h en cette journée du mercredi 29 juillet et nous sommes déjà bien installés au studio bleu de Canal FM pour vous accompagner dans le club de la presse. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui nous écoutez sur Canal FM à Lomé ici, mais également sur les antennes de Radio Lumière en Europe, Radio Centrale FM à Sokodé, dont le technicien Jérémy Kobilé est avec nous aujourd'hui. Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul en Pays Bassar et puis Radio Courtoisie à Dapan. Nous vous saluons aussi, vous qui nous écoutez sur les radios numériques, sur l'application Canal FM, sur tous les continents, dans les Amériques, en Europe, en Asie et un peu partout dans le monde entier. Les techniciens Victor Gwekakou Michel Tomega, Géraud Dakoucha et, comme je le disais, le technicien de Centrale FM, Jérémy Kobilé, qui nous a rendu une visite surprise ce matin. C'est ce qui s'appelle confraternité avec Canal FM au Club de la Presse. Au menu de l'émission aujourd'hui, nous allons revenir encore une fois sur la riposte à la pandémie à Covid-19, la dernière parution de Santé et Éducation et également diverses questions traitées par les journaux parus aujourd'hui. Et pour cela, nous avons comme au plateau, comme toujours, des confrères journalistes et un invité. Commençons par l'invité qui va nous parler de la stratégie de la riposte à Covid-19. C'est le professeur Claver Anoumou Yaouché Dagnan. Professeur Dagnan qui est bactériologue, virologue. Professeur, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à vos auditeurs et à vos auditrices. Merci d'avoir sacrifié un peu de votre temps avec votre agenda bien chargé. Vous qui êtes également membre du comité scientifique, vous avez pu trouver le temps pour nous entretenir. Nous en sommes vraiment heureux, professeur. C'est avec plaisir et c'est notre devoir. Nous tous nous sommes concernés par cette épidémie. Et donc, c'est ensemble que nous allons contribuer à l'éradiquer. Merci, professeur. Mais je ne suis pas seul. J'ai autour de moi, je devrais avoir 4 confrères. 3 sont déjà là. Le 4e sûrement en route. Gadiel Tchonyadi, Santé Éducation, bonjour. Ça, c'est bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Joël Kossivigné, gars de Fraternité, bonjour. Bonjour, mon cher frère et ami. Et bonjour aux fidèles de rendez-vous. Jean-Joachim Loco du journal Dunia Le Monde, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM. Et incessamment, le 4e confrère va nous rejoindre. Nous voudrions, en plus à cette émission, souhaiter joyeux anniversaire à 2 fidèles auditeurs. Il y a d'abord une jolie dame, le temps que je trouve son nom. Oui, c'est Madame Traoré Yasmine, qui est coiffeuse, qui rend les femmes très belles, quelque part à Dido Gomé. Merci à vous, Yasmine, de nous écouter. Également, un autre ami, il est brigadier de police. C'est notre vieil ami, Mossi Yamba Tilat Amadou, brigadier de police qui nous écoute depuis Kanté. Il est de la classe 2008. Bonjour à madame, bonjour à monsieur. Mais également, nous rappelons 2 tristes événements. C'était le 29 juillet 1992 que mourait à Paris Tavio Ayao Amorin. Vous vous rappelez, il avait été blessé grièvement au soir du 23 juillet à Tokoek-Bonvier, évacué au CHU Le Métocoin, puis sur Paris. Il n'a pas survécu, il a quitté le monde des vivants. C'était le 29 juillet 1992. Autre triste événement que nous rappelons, c'était le 29 juillet 1966 que le Nigeria perdait son chef d'État à l'époque, le général Thomas Agi Ironsi, qui était le chef d'État du Nigeria à l'époque. Il avait accédé au pouvoir le 16 janvier 1966. Il a été assassiné donc le 29 juillet 1966. Il avait totalisé tout au plus un peu plus de 6 mois de pouvoir. Les aînés de l'époque se rappellent que le Nigeria avait traversé une bourrasque dans ces années. Le Nigeria n'était pas le seul, le Bénin n'était pas mieux loti. Et chez nous, ici au Togo, les aînés se rappellent encore ce qui s'est passé en novembre 1966 dans les rues de Lomé. Mais trêve de l'histoire, revenons ici à ce qui nous occupe avec la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre
de Gaston Bachelard qui a écrit que la vérité est fille de la discussion et non de la sympathie. Nous trouvons important de ressortir cette pensée. La vérité est fille de la discussion et non de la sympathie. Joël, je vous vois opiner de la tête. Oui, mais d'abord, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Gaston Bachelard. Oui, Gaston Bachelard qui s'est essayé à la fois en littérature, sur la science même. Il était médecin d'abord. Effectivement. Un monsieur qui a marqué dans la philosophie, je l'aime. Et voilà une de ces pensées que carrément j'ai oubliées. Merci, monsieur le professeur, de nous rappeler. Je vous en prie. La vérité est fille de la discussion et non de la sympathie. Oui, moi je crois que la meilleure illustration, c'est la profession que nous faisons. Un débat d'idées, même ce que nous faisons ici. Et nous sommes là pour dégager la vérité, du moins pour permettre aux auditeurs de connaître la vérité. Donc, il faut qu'on accepte qu'il y ait des débats, des idées contradictoires, des achoppements, des affrontements, etc. Mais soyons convaincus que ce que nous poursuivons, c'est le bien qui est la vérité. Et à la quête de la vérité, il nous arrive de critiquer même et surtout nos parents, nos amis, des autorités, aux simples parents et amis. Locaux, oui, la quête de la vérité nous amène à les critiquer. Moi, je voudrais dire que c'est de la vérité que rejaillit c'est des contradictions que rejaillisse la vérité. Donc, comme l'a dit précédemment mon confrère, c'est le travail que nous faisons pour qu'on puisse faire la part des choses et que la vérité puisse rejaillir de nos discussions. Merci, chers parents, chers amis. Si nous vous égratignons un peu, c'est pour la quête de la vérité. Nous ferons en sorte que ce que nous disons sur vous soit autant que possible vrai, autant que possible utile et bienveillant pour notre vie en communauté. Que ferions-nous si nous n'avions pas la santé, Gadia Tchonyadji? Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Eh bien, Dieu nous a accordé la santé aujourd'hui. Rendons-lui grâce et tâchons d'en faire du bien. Vous nous rappelez une date, c'était hier... Le 28 juillet est dans le calendrier de l'OMS comme journée mondiale dédiée à la lutte contre les hépatites virales. Tout à fait. Les hépatites virales, on appelle une gamme de maladies qui sévit durement en Afrique, notamment chez nous au Togo, mais dont on ne parle pas tout le temps. Vous voyez, on en parle pendant la journée mondiale et puis basta, ça fait 1 an, après on va en parler d'une manière générale. Donc nous avons consacré 90% de cette parution aux hépatites, avec une interview du docteur Kani Sopo Diallo, qui est la présidente de la Ligue togolaise contre les hépatites et qui revient sur l'essentiel des hépatites virales, dont l'hépatite B et C qui sévissent au Togo. Et au travers de cette interview, nous retenons 3 choses. La première chose, c'est que c'est des maladies qui évoluent d'une manière silencieuse. Et c'est ça la gravité. Lorsque les signes vont commencer, notamment une fièvre qui perdure, on prend des calmants, ça ne part pas, c'est qu'on est arrivé à un stade assez inquiétant. Et puis, le mode de transmission et les voies de transmission sont issus de nos pratiques quotidiennes. Alors, tout ce qu'on a appris sur le sida, du moins, ça s'applique aux hépatites, la voie sanguine, la voie sexuelle, de la mère à l'enfant, même un certain nombre d'activités, aller chez le coiffeur. Si vous voyez, on dit pas la salive, pas les liquides au niveau de l'humain. Donc, c'est une maladie qui est réelle et qui est à côté de nous. On parle à Lomé ici de 8% comme taux de prévalence. Et à l'intérieur du pays, c'est encore plus important. Et puis, je parlais de 3 aspects. On a parlé de l'aspect silencieux, le mode de transmission. Et puis maintenant, le 3e aspect, c'est au niveau du traitement. Au niveau du traitement, tout ce qui se fait au Togo,
nous avons essayé de parcourir les différentes spécialités. Donc, beaucoup d'informations dans cette parution sur les hépatites. Merci. À commencer par l'interview que vous a accordée Dr Kani Sopo Diallo à d'autres articles qui nous rappellent que quelques gestes anodins quotidiens sont de potentiels moyens de transmission de l'hépatite B. La lutte contre les hépatites, nous sommes loin du bout du tunnel, vous confie un spécialiste. Un nouveau traitement basé sur la phytothérapie et la diétothérapie. Autre article encore, la cirrhose du foie ou hépatite, contrôler son alimentation, comment désengorger son foie quotidiennement et aussi et surtout les aliments que vous recommandez pour la santé de notre foie. Autre aliment également que vous nous recommandez, c'est un jus, le jus de betterave, qui peut se révéler très efficace contre les accidents vasculaires cérébraux et la crise cardiaque. Oui, la betterave, c'est un légume que nous consommons rarement parce que uniquement dans ce qu'on appelle la salade. Or, c'est un aliment qu'on doit consommer pratiquement tous les jours. Et là, nous savons que sur les maladies cardiovasculaires, l'aspect alimentation est très important. Et l'apport d'un certain nombre d'aliments en matière de prévention et en matière de traitement pour ne pas aller au cas de complications, c'est aussi important. Donc, il y a le jus de la betterave, une belle recette dans cet article pour tous ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires, hypertension, diabète, ceux qui ont détecté des problèmes des problèmes cardiaques, je veux dire. Donc, cette recette de jus à la betterave, c'est très important parce que c'est un légume qui est engorgé d'un certain nombre d'aliments, de nutriments, je veux dire, et qui permet de donner la santé à plusieurs organes de notre organisme. Le jus de betterave qui peut aider à combattre l'inflammation chronique, à prévenir la stéréosclérose et l'hypertension. Un verre de jus de betterave par jour peut améliorer la circulation du sang dans le cerveau, également aider à réduire l'indice de démence et d'autres maladies neurodégénératives. Très important. Tout à fait. Et puis, il peut nous arriver également de manquer de sommeil la nuit, ce qui s'appelle insomnie. On se réveille le matin fatigué, courbattu, de mauvaise humeur. Pour combattre ça, vous nous recommandez également une recette maison. Oui, l'insomnie aujourd'hui, c'est une maladie. C'est un problème de santé publique parce que beaucoup sont ceux qui n'arrivent pas à bien dormir. On ne dort pas bien et puis on ne dort pas suffisamment. Il y a les deux aspects. Mais quand on souffre de l'insomnie, il y a plusieurs causes. Ça peut être dû à un certain nombre de maladies. On sait qu'il y a un certain nombre de maladies qui conduisent à cela. Et puis, il y a aussi le stress, il y a aussi l'angoisse, les soucis. Donc, des recettes maison, des jus maison qu'on peut faire et qui peuvent s'appliquer à un certain nombre de cas, par exemple pour les maladies, pour le stress, des jus qu'on peut faire le soir avant d'aller au lit. Et on est sûr que cela pourra apporter une solution. On trouvera tout cela dans l'apparition santé-éducation. Et bientôt, on aura l'occasion de visiter le marché du bien-être de la santé, le MABES, qui va se décliner en version virtuelle à l'époque de la Covid-19. Comment va se dérouler cette 4e édition du MABES? Oui, le MABES cette année sera virtuel, c'est-à-dire il n'y a plus question du terrain de Tortue ou bien du palais des congrès, mais tout sera fait au travers des médias canaux, ou bien des canaux médias de santé-éducation, le journal santé-éducation, notre site internet, notre profil Facebook et notre chaîne YouTube. Et puis, un certain nombre de plateformes WhatsApp que nous avons. Et donc, c'est au travers de ces canaux que nous allons faire la promotion. Le terme de cette année, c'est « Consommons local pour notre santé ». Donc, c'est pour faire la promotion de la consommation locale, la promotion des produits et services à haut impact sur la santé. Donc, le rendez-vous, c'est pris pour la semaine prochaine. Ça démarre le 5 août. Et 5 août jusqu'au 4 octobre. Et nous en parlerons en temps opportun. Toujours la santé, professeur Dagnan. Je vous voyais opiner quand vous écoutiez les commentaires de mon ami Gadiel, notamment sur les hépatites. Les hépatites, exactement. Je voulais intervenir là-dessus parce que depuis 6 mois,
le ministère de la Santé a confié les activités de lutte contre les hépatites au programme national de lutte contre le sida. Et donc, c'est une activité qui me concerne puisque je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre le sida. Et hier, quand j'ai suivi l'émission, je me rends compte que il y a beaucoup d'informations qui manquent au niveau de la population. Sur des choses simples, les voies de transmission, comment se prévenir, les gens ne connaissent pas cette maladie. Et donc, dans les stratégies que nous allons mettre en place, le volet sensibilisation va occuper une place importante pour que les gens connaissent au moins c'est quoi les hépatites virales et comment ça se transmet et quelles sont les mesures préventives. Juste pour terminer, c'est qu'il y a un vaccin qui est disponible contre le virus de l'hépatite B, le B comme Bernard, qui est le virus le plus fréquent. Et ce vaccin est disponible, on peut le faire à l'Institut national d'hygiène, on peut le retrouver dans les pharmacies. Et si on est bien vacciné, on est protégé. Donc au moins ça, on peut l'éliminer et si tout le monde se vaccinait. Et donc après, le reste, on va mettre en place des stratégies pour le traitement. Merci. Vivement que la science nous mette à disposition les vaccins contre toutes les autres formes d'hépatite et surtout que le monde de la science nous trouve un vaccin contre le nouveau virus, coronavirus, qui endeuille le monde entier. Professeur, les derniers chiffres officiels ici au Togo affiche 896 cas à la journée d'hier. Là-dedans, il y a malheureusement 18 décès, mais heureusement 612 guérisons et les malades en cours de traitement étaient comptés à 266. C'est le tableau que nous faisons au jour le jour. Mais professeur, ces derniers temps, on assiste à une flambée sans cesse croissante de la pandémie sur tous les continents. L'Afrique même n'est pas épargnée. Voulez-vous nous dire ce qui peut expliquer cela? Alors, si nous commençons par l'Afrique et d'abord le Togo, on voit que depuis 2 semaines, on voit que les chiffres commencent par augmenter et les patients qui sont touchés actuellement montrent que la maladie est passée dans la communauté. Quand vous regardez un peu le profil des gens qui sont touchés, c'est les élèves, c'est les ménagères, c'est les couturières. Donc, la maladie est passée du niveau où on parlait avant des voyageurs et consorts pour être maintenant dans la communauté. Et aujourd'hui, nous avons 5 foyers dans le pays. Un foyer à Soudou, avec les élèves et les enseignants. Il y a des mesures qui ont été prises. Soudou, c'est le pays à Koso, ça? Non, Soudou, c'est voilà, dans la région de la Kara. Dans la région de la Kara, préfecture Assoli. Oui. Voilà. Donc, deuxième foyer, c'est le CHR Sokodé, avec un certain nombre de malades qui sont venus de Bassa pour se faire soigner et qui ont contaminé les gens à l'hôpital là-bas. Et les sœurs religieuses à Atapamé. Il y a un petit foyer là-bas aussi. Et à Lomé, il y a un groupe de radiologues qui se sont regroupés pour des activités de recherche et qui ont été également contaminés. Dans les entreprises, il y a le LCT et Togo Terminal qui sont concernés, plus quelques petits foyers. Voilà la situation dans notre pays. Sur le plan, en Afrique, il y a des pays qui sont véritablement touchés. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana à côté de nous ici. Et maintenant, en Europe, les gens ont déconfiné et donc les activités ont repris d'une façon naturelle avec un relâchement dans le respect des mesures barrières. On a regardé tout ça à la télé, la fête de la musique en France, où les gens se sont regroupés sans aucune mesure préventive. Donc, c'est pour dire que du moment où nous allons réduire les mesures barrières, si vous avez un seul cas de coronavirus, l'infection repart. Merci. Les foyers de contamination ici au Togo, vous avez cité vos collègues médecins, notamment les virologues. Radiologues, Oui. Mais ce matin, nous apprenons qu'il y a même un mouvement d'humeur au CHU Sylvanis Olympio, notamment au service urgence sport. Les médecins, les infirmiers, les gardes malades ont manifesté leur mécontentement parce que ce personnel estime ne pas bénéficier d'équipements conséquents dans leur travail de riposte à la pandémie. C'est des préoccupations qui reviennent assez souvent ici dont nous débattons. Professeur, on peut s'étonner que même au CHU, le Métocoin,
le personnel médical continue à se plaindre de ne pas bénéficier des mesures adéquates? Alors, les dispositions qui ont été prises, c'est de fournir au personnel médical des masques et des équipements de protection individuelle pour ceux qui sont directement en contact avec les malades. Justement, ou les cas suspects. C'est de cela que se plaignent vos collègues. Voilà. Donc, on va réévaluer la situation pour faire une quantification plus réelle et être plus proche de la réalité. Est-ce que c'est en termes d'insuffisance ou en termes de disponibilité? Moi, je fais partie du conseil scientifique. Nous avons rencontré l'équipe qui gère tout ce qui est intrant, y compris les gants, les masques. Et la situation qui a été faite nous montrait qu'il y avait suffisamment de matériel disponible dans le pays. Nous allons revoir avec le CHU Sylvanus Olympio le problème de disponibilité qui se pose. En principe, si on veut arriver à maîtriser le coronavirus en milieu hospitalier, le minimum, c'est qu'on ait des mesures, on ait des éléments qui nous permettent de nous protéger. On va discuter de ce problème dans la journée parce que pour que ces ça soit corrigé. préoccupations reviennent trop souvent dans les médias et dans l'opinion. Mais restons quand même sur le côté positif. Les chiffres officiels affichaient 612 guérisons. Ça veut dire quand même que le personnel médical, avec l'accompagnement de l'État, a fait du bon travail. Alors, voulez-vous nous rappeler le protocole que vous appliquez aux malades de la COVID-19? Oui. Le protocole de départ pour tout patient diagnostiqué positif au COVID-19, c'est la mise sous traitement de chloroquine et azithromycine. C'est le traitement de base. Mais en fonction des signes que la personne va présenter, s'il y a une fièvre, on va donner du paracétamol. S'il y a une toux, on va donner des médicaments contre la toux. S'il y a des problèmes respiratoires, d'insuffisance respiratoire, on passe à l'utilisation des respirateurs que nous avons et on rajoute des anticoagulants. Donc c'est un traitement qui n'est pas standard pour tout le monde. Ça dépend des signes que vous allez présenter. Et il faut noter aussi qu'on commence par mieux connaître la maladie. Et donc l'équipe au jour le jour gagne en expérience et propose des soins plus adaptés à chaque patient en fonction des signes qu'il présente. Ok, vous pourriez éventuellement ajouter à ce protocole, ou bien à ces protocoles, l'un des médicaments. Il y a quelque temps, c'est le professeur Kokoroko, le président de l'université de Lomé, qui avait rendu publique l'information que les chercheurs de notre université ont élaboré 4 molécules, 4 projets de médicaments qui allaient faire l'objet de 5 cliniques incessamment. Dites-nous, professeur, est-ce que ces 5 cliniques ont effectivement commencé? Non, les essais n'ont pas encore commencé. Au moment de l'annonce de cette information, nous avons dit que les essais cliniques vont commencer fin août, début septembre. Okay. Parce qu'on a les formulations. Il faut qu'on prépare toutes les étapes, les produits, ceux qui doivent les prendre, les examens de laboratoire que nous allons faire pour le suivi de ce traitement-là. Donc, nous sommes sur tous ces préparatifs. Et il y a également un problème de budget qui se pose parce que une recherche a besoin de moyens financiers. Nous sommes en train de rassembler tous ces éléments. Et hier, la bonne nouvelle, c'est que Simtogo a mis à la disposition de l'université de Lomé une enveloppe pour contribuer à mener cette recherche. Et donc, nous félicitons Simtogo, nous exhortons toutes les autres entreprises à nous accompagner dans cette recherche. Vous avez ouvert l'enveloppe? Non, on n'a pas. Je ne vais pas donner le montant ici. Une enveloppe peut contenir n'importe quelle substance. Non, ce qui est sûr, c'est un budget qui va nous permettre de nous accompagner pour cette étude. Donc, c'est pour dire que vous avez besoin de l'argent, pour parler en français facile, voilà. De l'argent pour passer aux essais cliniques. Absolument. On a besoin de moyens financiers pour pouvoir réaliser ces essais cliniques parce que nous, on veut faire un essai de qualité, c'est-à-dire réaliser des examens complémentaires pour évaluer aussi la tolérance de ces produits, même si ce sont des molécules que les gens prenaient depuis. On a l'occasion aujourd'hui de faire une étude plus sérieuse pour voir exactement ce que ces produits apportent. Alors, merci professeur. Mais dans le monde entier, le monde scientifique est en train de rivaliser d'ardeur, d'ingéniosité, qui pour les vaccins, qui pour les produits de traitement. Et les médias parlent beaucoup ce début de semaine
des États-Unis d'Amérique qui mettent déjà des vaccins en expérimentation. Que pouvez-vous nous en dire, professeur Danira? Oui, je pense depuis le début de cette épidémie, c'est la très bonne nouvelle que nous avons obtenue. C'est quoi cette nouvelle? C'est qu'on est passé à la phase 3, c'est-à-dire à la dernière phase d'évaluation de la performance d'un vaccin. Il faut noter qu'il y a aujourd'hui près de 200 vaccins qui sont en essai, mais le plus avancé, c'est le vaccin qui est en expérimentation aux États-Unis, où 30 000, qui sera donné à 30 000 personnes pour évaluer son efficacité et quelques effets secondaires. Et donc, si vraiment ce vaccin marche, je pense que le monde aura fait un grand pas vers la maîtrise ou le contrôle du coronavirus. Comme j'ai eu toujours à le dire, le moyen le plus sûr, le moins coûteux pour nos États de sortir de l'engrenage du coronavirus, c'est la disponibilité d'un vaccin. Et donc, on est sur la bonne voie. Merci. Les chercheurs sont sur la bonne voie, mais professeur, ce vaccin n'est pas encore trouvé. Oui, alors, ce que j'ai dit, on est à la dernière phase. À la dernière phase, en essai clinique. Si les essais sont concluants, si les essais disent que le vaccin est efficace, on aura arrêté un bon produit. Maintenant, ce vaccin n'est pas le seul. Il y a plus de 200 autres vaccins qui sont en essai. Je suis persuadé, sans être trop optimiste, je suis persuadé que de tous ces essais qui sont en cours, on trouvera un vaccin contre le coronavirus. Merci. Mais d'ici là, nous devrons user des moyens qui sont à notre portée, les gestes barrières, professeur. Si nous voulons se faire vacciner dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, il faut qu'on soit d'abord en vie. Et s'il faut être en vie, c'est le respect des mesures barrières. Pour passer cette étape, les mesures barrières, c'est l'utilisation de masques, c'est le lavage de mains, c'est la distanciation physique, etc. Nous devons respecter ces mesures jusqu'à ce qu'on nous montre le flacon du vaccin un jour. Avant ça, c'est la mesure barrière. Et même quand vous allez nous montrer ce flacon, professeur, comptez sur moi que moi je continuerai à respecter les gestes barrières. Très bien, c'est une bonne chose, on va continuer. Parce que ça permet d'éliminer non seulement le coronavirus, mais beaucoup d'autres maladies transmissibles. Professeur, c'est pourquoi je suis le seul et innocent. Merci beaucoup, professeur. Naturellement, vous restez à notre disposition. Quand il va sonner 12 heures, les auditeurs pourront entrer en ligne. Peut-être qu'ils ont de meilleures questions, beaucoup plus pertinentes à vous adresser directement. Pourquoi pas également à Gadia Chonyadji sur les titres de santé et éducation. Mais je ne suis pas seul ici. Joël Kosivigno-Ega et Joachim Loco. Joël? Oui, je voudrais poser au professeur deux questions. Sur le cas Sylvanus Olympio, vous avez dit tout à l'heure que vous allez vous enquérir, voir c'est quoi le problème. Mais on sait très bien que dans ces genres de cas, les problèmes sont dénoncés plus tôt. C'est parce qu'on n'a pas de réponse à ces problèmes qu'on va au débrayage. Et je suis étonné que c'est maintenant que vous voulez savoir. Vous n'êtes pas le premier responsable du comité, quand même. Mais est-ce que ça veut dire que le comité n'était pas informé de la situation au CHU Sylvanus Olympio, une situation qui est presque récurrente parce que on dénonce, on règle ça un peu et ça revient, etc., etc. Et maintenant la seconde préoccupation, vous avez parlé des cas de détresse respiratoire quand le patient rentre en détresse respiratoire. Mais avant que le patient ne rentre en détresse respiratoire, un patient qui est par exemple qui a des problèmes de respiration d'habitude. Par exemple, un asthmatique, ceux qui ont des difficultés, qui a le Covid, quand il vient, quel traitement lui est prescrit? Et un patient qui est également allergique, par exemple à l'hydroxychloroquine, parce qu'il y en a qui sont allergiques à la chloroquine. Oui, professeur? Oui, alors par rapport à ce qui se passe au CHU, alors, le problème est, pour disponibiliser les équipements de protection individuelle au CHU, c'est le CHU qui exprime le besoin pour dire pour notre personnel, voici la quantité d'épis ou de gants ou de masques qu'il nous faut. Ces besoins, s'ils sont transmis correctement à la coordination qui s'occupe de la gestion, je pense que ces besoins seront satisfaits. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on regarde où se trouve le problème pour qu'on puisse le régler.
c'est un problème qui doit être réglé. Moi, je pense que pour le moment, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas les masques ou les combinaisons qui manquent. Je parle d'aujourd'hui. Hein. Maintenant, pour le traitement, si quelqu'un a une maladie, avant d'arriver à une maladie, c'est ce que nous appelons les comorbidités. Je prends l'asthme par exemple. Il a son traitement d'asthme. Il le garde. On lui rajoute d'autres molécules. Si quelqu'un est allergique à la chloroquine, si la personne se sait allergique à la chloroquine, on ne va pas le mettre sous chloroquine. Depuis que l'utilisation de la chloroquine a commencé au CHR Lomé-Commune, il y a des cas d'allergie cutanée, les gens qui se grattent urticaire, qui sont apparus chez une ou deux personnes. Chez ces patients, le traitement a été arrêté. Donc, c'est donné. Mais si vous-même, vous savez que vous êtes allergique, que vous le dites, le traitement est arrêté. Maintenant, si on ne sait pas comment est-ce que vous commencez par avoir des signes, on arrête le traitement. Dans tous les cas, l'équipe est suffisamment bien rodée pour le suivi du traitement de Covid. Hein, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci. Joachim Leco. Moi, je voudrais revenir sur le Covid organique, cette fameuse substance que le Madagascar a découvert. Et j'ai cru savoir que vous avez commencé, ou bien vous avez eu à expérimenter ça sur les patients togolais. Et quelle est leur réaction? C'est ça. Covid organique a été découvert et mis dans les pays par Madagascar. Je rappelle déjà, il faut regarder les chiffres de Madagascar. Hein. Les chiffres de Madagascar, c'est plus de 2000 cas de contaminés, plus de 76 décès déjà, mais Covid organique est là. Alors, les 50 doses ont été pour traiter des patients togolais ont été envoyées et qui ont été utilisées. L'efficacité, c'est pratiquement comparable à ce qu'on fait déjà. L'efficacité de Covid organique n'est pas extrêmement supérieure à ce qu'on fait déjà, chloroquine, azithromycine, ou alors l'utilisation de la vitamine C. Je rappelle que c'est un produit qui booste le système immunitaire, qui booste la défense de l'organisme. Ce n'est pas un médicament qui va aller éliminer le virus. Donc, c'est la personne même qui va réagir pour produire suffisamment d'anticorps pour éliminer le virus. Et si vous avez des comorbidités, diabète, hypertension, obésité ou autres maladies qui agissent sur l'immunité, forcément la réaction ne sera pas très importante. Merci, je rappelle que notre invité, c'est le professeur Claver Anoumou Yaouché Dagnan. Il est bactériologue, virologue, membre du comité scientifique mis en place par l'État pour la réponse à la COVID-19. Il reste à notre disposition jusqu'à la fin de cette émission. Pendant ce temps, nous allons revenir à vos parutions, partager les préoccupations des Togolais au jour le jour. Joachim Leco, nous avons beaucoup salué la route du grand contournement qui mène depuis Simtogo jusqu'à Mwepe, mais nous parlons aussi souvent des accidents qui sont de plus en plus récurrents et qui font également des dégâts, des morts. Et aujourd'hui, votre journal propose une solution au gouvernement. Oui, mais nous sommes plutôt en train de tirer sur la sonnette d'alarme par rapport au décès qu'il y a eu sur cette route. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, le ministre de la Sécurité a dressé le bilan d'accidents sur nos routes, au moins 241 morts en 6 mois. En 6 mois, le premier semestre de l'année en cours, sur un peu plus de 2600 décès. Et parmi ces accidents-là... 240 cas d'accident. 244 morts sur un peu plus de 2000 accidents. 2600, je crois. 2600 cas d'accidents. Oui, un peu plus de 2600 cas d'accidents. Et donc, la route de contournement, cette fameuse route-là que les gens d'aucuns qualifient de route de la mort, vous savez que j'emprunte tous les jours cette voie. Et donc, mon bureau même se situe à proximité de cette voie. Et donc, il y a des choses... Votre maison n'est pas loin non plus. Ma maison n'est pas loin de cette voie. Et donc, il y a des choses, des remarques que j'ai faites entre 17h et entre 17h et 19h, il y a toujours les morts sur cette voie. Sur cette voie, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de dos d'âne, et les gens circulent à tombeau ouvert. C'est comme si les gens sont en compétition avec eux-mêmes. Ils se sont lancés le défi de ne jamais
de ne plus revenir à la maison vivant. Toujours est-il que même à la maison, si vous circulez n'importe comment, vous risquez de renverser les meubles. Donc, nous sommes en train de tirer sur la sonnette d'alarme. Et si le gouvernement, principalement la ministre des Transports, érigeait ne serait-ce que des dodanes ou des ralentisseurs pour pouvoir au moins permettre aux chauffeurs ou bien à des tricycles ou bien à des motocyclistes de rouler un peu doucement pour arrêter l'hémorragie sur cette voie. Nous avons cette route-là, mais il ne faut pas que cette route devienne un cimetière. Entre-temps, nous crions... C'est devenu même cimetière, ça dépasse même cimetière. Oui. Au début, nous crions, on a mis l'éclaireur. Maintenant, on attend les panneaux de signalisation. Et puis, Dunia Le Monde qui demande d'ériger les dodanes des ralentisseurs sur la voie. Eh bien, l'autorité saura apprécier. Autre problème, autre question qui défait la chronique, Joël Consigne-Ega, et que vous nous révélez aujourd'hui, c'est l'affaire qui entre dans l'histoire comme le Petrol Gate. Cette parution des confrères qui ont révélé des scandales jusqu'à hauteur de plus de 500 milliards qui auraient été soustraits des caisses de l'État. Et l'affaire évolue. Et entre-temps, on a appris par le nouveau coordonnateur qu'il allait être mis en place une mission d'audit pour fouiner un peu dans cette affaire. Eh bien, Liberté revient sur le sujet aujourd'hui qui écrit « Les recettes contre les malversations pétrolières, un audit de vérité et la vérité des prix et des subventions. » Et ceci pour arrêter l'hémorragie dans le sous-sol du ministère du Commerce qui abrite la fameuse, le fameux comité. Votre journal aussi, vous y est intéressé, mais sous un autre angle. Vous écrivez, en attendant le 12 août, place au mercenariat contre nature. Qu'est-ce que ça dit, Joël? Non, je crois que ceux qui jouent aux mercenaires se connaissent. Et ceux qui jouent aux mercenaires, je voudrais aussi les connaître. Mais ceux qui jouent aux mercenaires contre nature, tu les connais très bien. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et ben nous, il se pose à nous un problème de principe et de valeur. La semaine dernière, dans notre parution, nous titrions le combat de ces confrères d'investigation qui sont en conflit avec les autorités politiques, etc. Vous prenez Ferdinand ici, vous prenez Samira au Niger, vous prenez Ladji au Burkina, notre confrère libéré dernièrement au Bénin, etc. Le combat qu'ils mènent, c'est notre combat, c'est l'essence même de notre métier, et donc leur combat, c'est notre combat. Alors, si à contrario, on se rend compte depuis la semaine dernière que les gens rament à compte courant pour participer à une communication de saupoudrage, d'enfumage de l'opinion, mais je me dis, en fait, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore journalistes? Parce que dans le dossier pétrole, dans le Petrol Gate, qui a été volé? C'est tout le monde qui a été volé. C'est tout le monde, du chef de l'État jusqu'au dernier des citoyens. Et si nous disons chef de l'État jusqu'au dernier des citoyens, ça veut dire que le journalisme même a été volé. Alors, on vous vole. Il y a quelqu'un qui a eu le courage d'aller investiguer et de sortir, de mettre à nu ce qui doit indigner tout le monde. Et vous les volez, vous dites non, il n'y a pas de problème, bon, et on va mieux expliquer comment les choses sont passées, on peut nous voler, et parce que les monnaies sur notre trébuchant sont passées par là. Alors, que faisons-nous des valeurs? Il faut qu'on se demande en fait si je suis journaliste ou pas. Si je suis journaliste ou pas. Et donc, il est arrivé, même sur ce plateau où on a eu des idées contradictoires, tu es au service d'une opinion, l'autre est au service d'une autre opinion. Mais là, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Là, dans cette histoire de Petrol Gate, nous sommes tous concernés. On a tous été volés. Sass a été volé, sa fille a été volée, ses parents ont été volés, tout le monde a été volé. Nous avons tous été volés. Alors, pour cette question, que le chef de l'État même se dit indigné, ben on dit, les gens participent, nous qui sommes des défenseurs de valeurs, nous qui sommes des défenseurs de l'injustice, nous disons non, bon, on peut nous voler, on nous a volé, mais c'est que vous n'avez pas bien compris, on va vous expliquer, etc. Mais c'est quoi? Moi, j'ai personnellement un sérieux problème sur la question. Merci. Juste dire que des journaux dont l'alternative ont titré sur cette affaire qui fait beaucoup de vagues. Et comme je le disais, le nouveau coordonnateur
a annoncé sur les médias publics que le ministère allait diligenter un audit pour voir ce qu'il en est. Et le monsieur a même dit que si on trouvait des choses sérieuses, les auteurs en répondraient. Et Liberté donne la recette pour cet audit-là, pour nous situer. Mais d'ici là, l'un des personnages épinglés par le journal Alternative a porté plainte. Et la première audience est annoncée pour le 12 août prochain. Joachim, d'ici là, ce pétrole gate nous fera voir de toutes les couleurs. Non, de toutes les façons, ce pétrole gate, c'est le scandale de la République. Et l'un des scandales de la République, autant pour moi. Et on attend vivement le 12. Nous tous, on sera là. On sera présent au palais de la justice pour en savoir, ou bien est-ce que réellement la famille Adjakli a eu à détourner les 400 ou 500 milliards. Nous tous, on sera là. Pour le moment, j'ai parcouru l'article, mais je n'ai pas tellement d'éléments de jugement par rapport aux investigations faites par mon confrère l'Alternative. On saura davantage le 12 août. De toute façon, l'affaire en justice. Là, entre-temps, la presse va continuer à investiguer, à sortir des choses. Comme je le disais, c'est nous tous, Togolais, qui sommes a priori victimes de ce scandale. Et nous avons intérêt à rechercher toutes les preuves pour confondre ce que nous accusons de ce scandale dont nous sentons spoliés. Autre dossier ces derniers temps, c'est la police. Nous avons commencé à saluer un ami policier qui nous écoute. La police dont nous parlons sans interruption depuis lundi, les actes de bravoure de notre police que nous saluons, et la preuve, le confrère Le Mania Libéré qui titre ce matin « Lutte contre le grand banditisme ». Un mois de juillet bien rempli pour les forces de sécurité qui se montrent sans pitié pour les braqueurs. Ça, c'est le côté pour. Nous saluons nos forces de police et de gendarmerie qui débusquent et qui démantèlent les cambrioleurs, les braqueurs. Maintenant, le côté un peu à l'envers, c'est les bavures qui sont imputées un peu trop souvent également aux forces de sécurité. La dernière en date, c'est ce qui s'est passé à Thiéviers le lundi dernier et sur lequel vous revenez, Joachim Leco. Oui, le lundi dernier, Thiéviers était en ébullition, comme tout le monde le sait. Et il s'agit de quoi? C'est une bavure policière. Selon les informations, un policier aurait ouvert le feu en direction d'un vendeur de carburant frelaté. Non, le monsieur n'était même pas vendeur. Lui, il était juste à côté. Oui, j'ai dit en direction et pas mégarde, un vieillard d'une soixantaine aurait reçu la balle et gisait dans le sang. Et puis les jeunes se sont organisés et pour aller manifester, et ils sont allés, ils ont brûlé leurs pneus, ils ont bloqué la nationale numéro 1 perturbant la circulation à des niveaux. Je pense quand même que nous félicitons les forces de sécurité, mais avoir la gâchette si facile, je ne sais pas. Les jeunes qui se débrouillent en vendant le carburant frelaté, même si c'est interdit par la loi, la vente du carburant frelaté est interdit par la loi au Togo, il faut quand même trouver une circonstance atténuante. On peut les prendre, essayer de brûler leur carburant, que de tirer sur eux. Avoir cette gâchette facile-là, je pense que c'est quelque chose que nous devons arrêter au Togo. Ce n'est pas bon et ça ne donne pas une très bonne image de notre police nationale. Merci, nous le disons encore une fois, en début d'émission, la pensée du jour. La vérité est fille de la discussion et non pas sympathie. Nous parlons des amis policiers. Nous disons ce qu'ils font de bien, mais également nous attirons leur attention sur ce qui déteint négativement sur leur acte de bravoure. Une affaire similaire avait défrayé la chronique courant juillet 2019. La police nous avait communiqué que 2 braqueurs avaient été abattus dans la zone industrielle vers le port. Une polémique, vous rappelez, des membres de la famille étaient sortis pour démentir la version de la police. Entre-temps, la CNDH s'est auto-saisie de l'affaire.
son rapport qui est rendu public et dont la presse, et que la presse analyse dans tous les sens. Pour certains, c'est bravo, la CNDH a démenti, ou bien, a démenti la version de la police, mais pour d'autres, la CNDH aurait dû aller beaucoup plus loin. Joël, votre journal est de ceux-là, vous qualifiez même le rapport de la CNDH de rapport manchot. Oui, c'est un rapport amputé, un rapport que nous qualifions de service rendu à moitié. En ce sens que la CNDH a certes élucidé, dans la foule de questions qui ont été soulevées, la CNDH a élucidé quelques-unes, notamment ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été abattus suite à une scène de braquage, mais ils ont été enlevés à la maison. Mais leur exécution, comment ça a été fait? Est-ce qu'ils ont été exécutés ou bien il y a eu quoi? Mais la CNDH nous dit que c'est au niveau de Sototol qu'ils ont été abattus. Ils ont été abattus dans quelles conditions? Parce que la police a allégué. Il vous rappelle ça, que le 31 juillet, sur ce plateau, effectivement, dans notre parution 323 à l'époque, nous avions qualifié ce que la police a servi de film mal scénarisé. Le film était mal scénarisé parce que ça n'a convaincu personne. Mais quand la CNDH a fait son rapport, la CNDH a omis de nous apporter la réponse à cette question. Au niveau de Sototol, ils ont été abattus froidement ou comment? Parce que la police dit qu'il y a eu échange de tirs entre eux. Bon, maintenant, l'autre chose, quand on dit qu'ils ont été enlevés avec des gens qui sont en habit soja, je crois que les treillis sont facilement retraçables. Quand il doit y avoir forcément des informations sur le treillis, on peut facilement demander à l'époque qui faisait la patrouille là. Donc, autant de questions que la CNDH a choisi délibérément de ne pas élucider et renvoie le dossier à la justice. Nous estimons que le rapport est manchot. Eh bien, trouvons un deuxième bras au rapport de la CNDH et que toute la vérité prévale dans cette affaire. Eh bien, autre dossier qui défait la chronique, nous allons nous transporter un peu au Mali. Ce pays qui fait l'actualité. En fin de semaine dernière, une délégation de 5 chefs d'État de la CEDEAO y était. Et les chefs d'État n'en sont pas revenus très heureux. Le lundi, ils ont tenu un sommet extraordinaire par visioconférence. Bon, les retours nous viennent du Mali encore une fois. Apparemment, Joachim Leco, entre les chefs d'État de la CEDEAO et le Mali, actuellement, ce n'est pas une saison de grand amour. Non, je dirais plutôt le torchon brûle entre la CEDEAO et puis le leader de l'opposition malienne. Donc, il y a la figure de proue de la contestation anti-Ibeka, l'imam Mohamed Diko, qui n'a pas mâché ses mots. Il a caché tout cru la vérité au chef de l'État, plutôt en exercice de la CEDEAO et à l'ensemble des 15 chefs d'État de l'Afrique occidentale. Il leur a dit que le Mali n'est pas un peuple résigné, que les Maliens vont en découdre jusqu'au bout. Et il demande expressement, de toute urgence au président Ibeka de rendre le tablier. Et alors que la CEDEAO avait voulu préconiser une solution à l'amiable, c'est-à-dire couper la poire en deux, former un gouvernement d'union nationale, je voudrais rappeler que le Mali, c'est un pays tellement stratégique, la CEDEAO, et les chefs d'État ne veulent pas que ce pays-là tombe entre les mains des djihadistes, parce que nous savons que depuis le coup d'État de Amadou Haya Sanogo, ce pays-là est en proie à un djihadisme. L'État contrôle à peine un tiers de ce territoire, et donc la CEDEAO veut quand même essayer de contenir ce djihadisme-là, essayer de trouver une solution à l'amiable pour que la sécurité revienne définitivement dans ce pays frère. Eh bien, on en est là quand les journaux continuent à analyser les propositions des chefs d'État de la CEDEAO et la réponse qui nous vient de l'opposition. Et ce matin, Liberté écrit à la page 2, sommet de la CEDEAO, les dessous de l'opération Sauver Ibeka. Entendez par là
Ibrahim Boubacar Keïta, le président en exercice du Mali. De l'autre côté, toujours Liberté qui écrit, Mali, l'opposition toujours vent debout contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et je vois les gars, votre journal le Fraternité, vous écrivez qu'au Mali, la CEDEAO a trouvé garçon. La CEDEAO a trouvé vraiment garçon au Mali, contrairement à ce que la CEDEAO a trouvé au Togo. Mais je crois que... Au Togo, la CEDEAO avait trouvé quoi? Bon, je vous laisse apprécier parce que c'est tout sauf garçon. C'est tout sauf garçon. Parce que nous avons, je crois, ce qui se passe actuellement au Mali doit servir de leçon à l'opposition africaine, à une certaine opposition africaine et surtout à l'opposition togolaise. Et qui, on se rappelle en février, quand l'opposition avait en février 2018, quand l'opposition avait le vent debout, avait fait vaciller le pouvoir, la première entame des discussions, ce qu'ils ont livré, c'est leur arme de guerre, la manifestation de rue, qu'ils ont livré gracieusement. Et depuis, la crise est rentrée, c'est-à-dire le bras de fer est allé à leur rencontre. Et pendant qu'au même moment, ils faisaient les caïds, ils faisaient garçon autour de la table, mais derrière, ils ont été tous saupoudrés par le pouvoir togolais. Vous parlez des leaders de l'opposition? Je parle des leaders de l'opposition togolaise. Alors, à un moment donné, il faut se demander, mais je m'engage dans la lutte politique par conviction ou par business? On se rend compte que c'est plus par business que beaucoup sont dans la lutte politique aujourd'hui. Et ces enfants-là, ces jeunes-là qui ont été abattus froidement, leur âme doit normalement les hanter aujourd'hui. Et parce que nous voyons ce que l'imam Dibo dit, l'imam Diko, un monsieur qu'on a voulu acheter à 50 millions, il a refusé, montré à la télé, voilà, il ne vaut pas ça. Et devant les chefs de l'État, il leur dit clairement que lui ne se bat pour rien. Il se bat pour des principes, il se bat pour des valeurs, ils sont un peu debout et ils l'ont montré. Et moi, je m'attendais à ce que le groupe, le M5, accepte le machin de l'opposition que la CEDEAO a fait, mais je les ai trouvés vraiment garçons quand ils ont refusé encore cette proposition, parce que il faut noter que ce sont des formules dépassées. Et le gouvernement d'union nationale, on fait des réformes de telles institutions partiellement, etc. C'est des formules qui ne répondent pas aux aspirations des peuples. C'est des formules qui sont antiques, folklore, qui sont dépassées. Ce n'est plus de mise. Et on attend de voir comment la CEDEAO va s'y prendre maintenant que le M5 maintient toujours ses réclamations, sa contestation. Alors, quand vous parliez tantôt de l'imam Mahmoud Diko, c'est vrai que l'information a filtré que, entre-temps, il présidait encore le Grand Conseil musulman du Mali. Il voulait faire une manifestation. Et le Premier ministre de l'époque lui avait envoyé 50 millions de francs CFA, argent que Diko avait renvoyé à son propriétaire, alors que chez nous ici, c'était une affaire de 30 millions qui avait disloqué toute la coalition des 14. Vous vous rappelez ça aussi? Effectivement, seulement 30 millions. Ben, les gens ont dit que 30 millions, c'était la partie visible de l'iceberg, que la plus grande partie même s'est passée entre eux, c'est passé. Enfin, c'est 30 millions qu'on a vu. Moi, je parle de ce que j'ai vu et entendu. Oui, mais attends, mais ceux qui sont venus dire, sont venus rajouter une couche. C'était des personnes bien autorisées, qui étaient bien introduits. Ils ont dit qu'ils ont été. Donc, nous avons tous besoin de l'argent. Mais comme le dit ce professeur de l'université Cheikh Anta Diop, l'argent est bon pour satisfaire les besoins, mais au-delà, ça devient futilité. Donc, travaillons sur des valeurs. Et toujours un petit mot sur le Mali. Ce matin, j'ai écouté sur les radios mondiales que hier, le Premier ministre du Mali s'est transporté en personne au domicile de Mahmoud Diko. On ne sait pas trop ce que les deux se sont dit, mais au sorti de la rencontre, le Premier ministre qui dit qu'il a demandé à Mahmoud Diko de convaincre les leaders de l'opposition d'entrer dans le gouvernement d'union nationale que recommande la CEDEAO. Non, mais moi je me demande si Mahmoud Diko, qui est la figure de proue de cette contestation, pourra encore accepter. Et quand le monsieur la semaine dernière avait dit que il préfère mourir en martyr que de mourir résigné ou bien de mourir
traite, moi je pense quand même que il serait très difficile de convaincre l'imam là pour que ce dernier convainque à son tour et les leaders de l'opposition de revenir à la table de discussion. Je pense quand même que le Mali est sur une pente dangereuse et donc tous les Africains doivent prier pour ce pays-là pour que tout le monde mette de l'eau dans son vin. C'est que Ibeka, quand il était élu, il me semble, en 2013, il avait promis faire rétablir l'autorité de l'État dans tous les partis du Mali, ce qu'il n'a pas pu faire et c'est ce que l'imam Dicko et puis ses compagnons de lutte appellent la haute trahison. Eh bien, Joël, je vais dire quelque chose. On peut aimer ou ne pas aimer telle proposition faite par celui-ci, celle-là, mais Joachim dit le Mali est un pays stratégique. Déjà, ce pays vaste fait déjà face à du djihadisme venu d'un peu partout. Le pays est quotidiennement ensanglanté d'actes terroristes dans tous les sens. Veillons à ce que le Mali ne devienne pas la Libye. Sinon, alors ce serait la porte ouverte sur toutes les incertitudes dans la sous-région. Oui, mais il faut, pour guérir un mal, il faut en connaître la cause. La cause des maux au Mali, c'est d'où ATT l'avait annoncé, l'avait dit très tôt. Amadou Toumani Touré. Qui avait été contraint à une démission en 2012. Qui avait été contraint à une démission pendant que le monsieur avait renoncé même à postuler. C'est Raya Sanogo qui lui a fait un coup de Oui, bien sûr. Laisse-moi venir. Et Raya Sanogo a accepté porter accepté jouer le rôle de dupe. Mais une fois qu'il a rendu service, où il s'est attribué des galons, etc. Mais les maîtres chanteurs qui l'ont mis là, mais ils l'ont dégagé, ils l'ont remis en prison, ils l'ont ramené à sa plus simple personnalité. Mais c'est un peu, après Sanogo, le second, c'est Ibeka. C'est ce qu'on lui reproche. Tu es au service d'une puissance extérieure qui ne maîtrise pas, notre terrain. Parce que les problèmes africains, comme nous l'avait dit un chef d'État, les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Il y a des contingences dans nos sociétés que seuls nous-mêmes, les enfants de ce pays, devons nous asseoir pour dire, mais attends, si ceux du Nord se plaignent, quel est concrètement leur problème? Qu'est-ce qu'on doit concéder? Le Mali a une histoire. Mais c'est la même chose même pour le Togo. Mais quand la CEDEAO est venue plusieurs fois, est-ce que ça a réglé la crise? Ça n'a pas réglé la crise parce que nous avons nos contingences. Il faut qu'on s'asseye pour voir notre histoire en face, nos réalités en face, pour réfléchir à voir qu'est-ce que je vais concéder, qu'est-ce que tu vas concéder, parce que tout le monde a été blessé d'une façon ou d'une autre. Donc, mais quand on leur dit gouvernement de transition ou autre là, mais est-ce que ça règle le problème au nord? Est-ce que ça règle ce que le problème de l'Azawad? Est-ce que ça ne règle pas? Donc, si un imam qui rassemble dans sa mosquée toutes les tendances, toutes les aspirations, prend le devant de la lutte, la moindre des choses c'est de dire ok d'accord, mais Ibeka qui n'a pas réussi à faire ce qu'il a promis parce que il est une marionnette, dégage. Peut-être les chefs d'État n'auront pas le courage de le dire, mais il faut qu'on trouve un moyen de le dire. Mon frère, va te reposer. Déjà, il est fatigué. Merci. À son âge, il n'est plus efficace. Souhaitons vraiment que la solution la plus idoine soit trouvée pour le Mali. Nous allons terminer par une suite d'actualité. Je regrette vraiment que notre ami auteur de l'article n'est pas là, mais c'est le libéral qui écrit construction de la mairie de la commune Lac 3. La tension monte autour de la forêt sacrée d'Agodrafo. C'est une information qui circule ces derniers temps et que le libéral écrit. Encore une fois, je regrette qu'il ne soit pas lui-même pour nous commenter. Mais vous comprenez que dans la commune Lac 3, on veuille aller construire le siège de la commune dans le domaine de la forêt sacrée, d'Agodrafo. Je vois les gars. C'est de la provocation. C'est de la provocation. C'est-à-dire que la forêt sacrée Togbe Nigbe, c'est l'identité de la communauté Guinée-Wati qui vit là. Mais pourquoi on n'a pas trouvé un autre terrain? Et c'est là on a choisi. Et puis pour la construction de ces ouvrages-là, c'est la communauté qui lègue un terrain. Et ça m'étonnerait qu'on dise que c'est la communauté qui a donné la forêt de Togbe Nigbe, la forêt sacrée, pour qu'on construise la mairie. C'est de la défiance. Vous voyez, quand je dis on a qu'à régler le problème togolais, voilà des contingences qui sont là.
Voilà des contingences qui sont là, Merci. des gens qui violent. J'ai écouté un neveu. Alors vous, Joachim, vous qui êtes fond, vous comprenez qu'on aille couper la forêt sacrée Togo-Niglin pour construire la mairie de cette commune-là? Non, mais je pense quand même que cette forêt-là fait partie des patrimoines de la société, c'est-à-dire de la communauté et de toute la région là-bas. Et donc, ce n'est pas quand même bon qu'on aille construire quand même le siège de la mairie à l'endroit où les gens viennent vénérer leur divinité. Je pense quand même que ce n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de terrain. On peut quand même aller acheter un terrain et aller construire la mairie pour que la communauté aussi continue pas à adorer cette divinité en ce lieu-là. Merci Gadiel, vous êtes de la montagne à Gou. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de terrain plat chez vous, mais vous comprenez qu'on aille détruire une forêt sacrée avec toute la charge historique, sociologique, une forêt qui constitue également une biosphère. C'est cette forêt-là que la commune Lac 3 a trouvée pour ériger sa mairie. On ferait ça chez vous aussi, la montagne à Gou? On ne serait pas du tout d'accord. Parce qu'un patrimoine, c'est un patrimoine, vous savez. C'est vrai, on l'appelle forêt sacrée, mais quand on parle de forêt, vous voyez un peu ce qu'il y a derrière sur le plan environnemental. Donc, je pense que c'est une tentative et il faut faire le recul et trouver une autre solution. Que le bon sens gagne. Les élus de cette commune Lac 3, nous allons souffler un peu, puis nous rebondissons avec vos questions, vos commentaires. 93.5 Canal FM. Nous avons parlé Covid-19, on a parlé santé-éducation, on a parlé d'autres sujets de proximité tels que les journaux les ont couverts. Eh bien, nous nous ouvrons à vous pour vos questions, vos commentaires. Bonjour l'ami en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Comme la vie l'avait dit. Allez-y, comme la vie. Je salue tous les invités, plus précisément le médecin qui est avec vous. Je le félicite. Mais ce que le médecin vient de dire là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Que jusqu'à présent, il cherche désespérément des financements pour la recherche du médicament qu'ils sont en train de proposer pour tout le peuple togolais. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Je me demande où est le chef de l'État, où sont les membres du gouvernement et les grandes sociétés qui gaspillent de l'argent en finançant la Miss Togo. Merci. À quoi sert cette Miss Togo? Merci, professeur. Oui, bon, donc, comme je l'ai dit, il y a un budget qui a été monté pour pouvoir réaliser cette étude. Et nous sommes en train de rassembler les fonds nécessaires pour pouvoir commencer. L'information est arrivée à tous les niveaux jusqu'au sommet de l'État. Je pense que le chef de l'État, il est à l'écoute et l'État contribuera à réaliser cette étude. Mais notre ami, comme l'a vu Davedi également, peut contribuer au financement de ces recherches. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui. Abonné. Abonné, oui, vas-y. Oui, j'ai une série de questions à notre docteur. Posez-en deux. Les autres aussi il attendent. a cité les foyers de contamination. Je n'ai pas écouté les marchés, les églises. Est-ce qu'il y en a? Si oui, lesquels? Deuxième chose, les personnes contaminées, est-ce que c'est prouvé que c'est par manque du respect des gestes barrières, ils ont été contaminés? Et pour finir, si dorénavant, au niveau des cas d'urgence au Sylvanus Olympio, on constate encore des défaillances et des décès qu'on pouvait éviter, est-ce qu'on pourrait convoquer le corps médical à la justice pour défaillance ou bien complicité de manque de matériel? Merci. Merci. Professeur? Oui, alors il y a beaucoup de questions. La première, c'est par rapport à la contamination. Est-ce que ceux qui sont contaminés, on a la preuve que c'est parce qu'ils ne respectent pas les mesures barrières? La réponse est oui, parce que si vous respectez les mesures barrières, le port de masque, la distanciation physique, comme on l'a dit, le lavage régulier de mains, vous ne serez pas contaminé. Et donc, c'est la preuve, c'est surtout les contacts des cas suspects. Cela suppose que dans nos ménages, dans nos familles, nous ne respectons pas
les mesures barrières. Donc, en respectant les mesures barrières, on évite la contamination. Depuis l'ouverture de l'église, on n'a pas encore recensé, identifié formellement une contamination au sein de l'église. Il a passé également des marchés. Les marchés, c'est vrai que quand on rentre dans les marchés, on voit qu'il y a des défaillances. Il y a une insuffisance qu'on note dans le respect des mesures barrières. C'est possible qu'il y ait des contaminations, mais on n'a pas encore fait une preuve formelle que dans tel marché, il y a eu une contamination. Et enfin, pour le CHU, c'est Olympio? Oui, j'ai suivi un peu l'information que les gens sont partis. Il y a eu une perte de vie parce que le service d'urgence n'est pas fonctionnel. C'est inadmissible en tant que personnel de santé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé pour que cet incident en arrive. Il faudra absolument qu'on revoie le fonctionnement. Le service d'urgence doit être ouvert. Il n'y a pas de raison que ça soit fermé. Et dans les pays développés, on peut porter plainte contre si on trouve qu'on n'a pas été bien pris en charge. C'est faisable. Merci. Mais comme vous l'avez dit, nous allons documenter suffisamment ce dossier. Oui, bonjour l'ami. Oui, bonjour monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Adeno Palais. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais vous poser une question au docteur. J'aimerais demander si un papa qui quitte avec ses enfants dans une voiture peut obligatoirement porter le cache-nez. Et combien d'enfants? Combien d'enfants dans le véhicule? 2 ou 3. Ah, ok. Et ma deuxième question, si on ne suit pas un corps habillé qui n'a pas porté le cache-nez, qu'est-ce qu'on doit faire? Professeur. Le port de masque est rendu obligatoire. Donc, nous tous, nous devons le porter. Si on surprend un corps habillé qui ne porte pas le masque, il est en infraction. Et donc, ce qui est prévu pour ceux qui ne portent pas le masque doit être appliqué aussi au corps habillé. Maintenant, concernant les familles, si vous êtes dans votre voiture avec votre épouse et vos enfants, a priori, on suppose que vous vivez sous le même toit et que vous êtes rentré dans votre véhicule. Mais vous devez avoir le masque à côté parce que si vous allez sortir de la voiture, en ce moment, vous allez rencontrer des gens qui sont étrangers à vous et donc vous devez porter le masque. Mais sortir et ne pas avoir du tout le masque, c'est pas bon. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass. Oui, madame. Oui, c'est madame Georgette. Alors, je voudrais poser une question au docteur. C'est par rapport aux visières qu'on voit un peu partout dans la ville. Oui. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas suffisant. Parce que je constate que les Togolais portent des visières et ils portent plus de masques. Alors, je voudrais poser la question au docteur s'il pourrait nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup. Professeur? Les visières sont utilisées en milieu hospitalier et nous, on met d'abord le masque et on met la visière dessus pour couvrir les orifices oculaires, les yeux. Parce que le masque ne couvre pas l'œil. Or, on sait que c'est des orifices qui peuvent laisser passer le virus. Raison pour laquelle il faut mettre les visières. Mais mettre les visières en ville, c'est pas posé, c'est pas très commode. Merci. Et c'est pas très efficace. Il vaut mieux aller vers les masques. Merci. Et si quelqu'un veut ajouter la visière, pourquoi pas? Bon, en ce moment, d'accord. Merci beaucoup. Ça fera un bel accoutrement. L'auditeur souvent, bonjour. Bonjour. Papa Sandiner. Oui. Enfin, moi, je n'ai pas de questions à poser, mais je voudrais tout simplement saluer la mémoire de notre frère vaillant combattant, dont aujourd'hui nous rappelons de sa mort. Tavio Amouré. Merci beaucoup. Que la terre lui soit légère. Amen. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Déjà un suivant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass et les invités. Oui. Vous avez Kwame Vissima à l'appareil. Kwame Vi? Ouais, Sass. Ok. Et ce que le docteur vient de nous dire, il faut que nos forces de l'ordre qui sont dans nos feux rouges soient bien sensibilisées. Parce que des fois, quand tu es seul dans ta voiture et tu n'as pas porté les masques, on t'arrête. Donc, il faut que le travail soit fait au niveau de nos forces de l'ordre. Comme ça, on peut un peu sauver. Merci. Merci beaucoup. Nous continuerons à expliquer à chaque fois qu'il sera, à chaque fois que de besoin. Le suivant en ligne, bonjour. Alors, bonjour Zoukenim. Zoukenim. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, ça peut dire beaucoup de courage à Joël qui a pu prendre en main la réalité de la presse togolaise.
avec ces millions concernant l'affaire Salvina-Haïti. Ça, c'est un premier cas. Moi, en ce qui concerne IBK, la CEDEAO qui avait essayé de régler la situation. Vous savez, la première fois, c'est le président même qui a vibré comme un portant. Il a fait appel à la CEDEAO. C'est comme l'État togolais. Lorsque les chefs d'État sont arrivés, ils ont voulu maintenant transporter le cas togolais là, notamment en indexant Mahmoud Diko, des terroristes, des djihadistes, comme quoi il veut installer un État islamique. Quand ça s'est passé ici avec l'Assad Assad, vous voyez. Donc, c'est après qu'ils aient fait leur conférence, comment par leur vidéoconférence, que des idées sont sorties à la togolaise pour implémenter ça au Mali. Mais je vous dis, le Mali n'est pas le Togo. Quand on le dit, les gars, le Mali n'est pas le Togo. Merci beaucoup. Je vous en prie, Zoukenim. À propos, il y a le journal Togo Matin qui écrit ce matin: est-ce que Faure Gnassingbé pourrait apporter son expertise au Mali? Lisez l'article, vous apprécierez. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, ça. Oui. Oui, bonjour, Canal FM, c'est Richard depuis Copenhague. Depuis Copenhague, ok, allez-y. Ouais. J'aimerais poser une question au docteur. Je pense être chopé par la maladie une fois ici, par le contact d'un collègue au boulot, parce que lui aussi il a un peu. Je n'ai pas trop développé la maladie, je suis resté à la maison 2-3 jours et puis c'est passé. Je voudrais poser la question à savoir, est-ce que je peux avoir une deuxième chance d'être chopé par la même maladie? Plutôt un deuxième malheur. C'est pas une chance de choper la maladie, Richard. Non, mais pour moi, c'est tout à fait naturel. C'est pas trop grave, je sais pas. Ok. J'ai fait un petit une fièvre et puis les maux de gorge. Et puis ça va. Mon collègue et ses enfants aussi ont fait les mêmes choses. Je ne suis pas hospitalisé, je suis resté à la maison. Merci, professeur. J'aimerais savoir si je peux être encore contaminé de nouveau. Professeur. Oui, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun cas de recontamination qui a été rapporté dans la littérature. On sait que quand on fait coronavirus, on est guéri et on produit des anticorps qui sont protecteurs. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le délai la durée de cette protection. Il y a des gens qui ont fait des études qui se sont rendus compte que après 3 mois, la quantité d'anticorps diminue dans le sang. Et donc, c'est possible qu'à la longue, la personne puisse perdre complètement cette protection et donc être susceptible d'être contaminée. Mais on n'a pas assez de recul au jour d'aujourd'hui pour pouvoir observer des cas de recontamination. Et donc, globalement, il n'y a aucun pays qui a rapporté des cas de recontamination. Mais la situation évolue quand même. Absolument. On suivra au jour le jour. Bonjour, l'ami. Oui, bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui. J'aimerais poser une question. Pardon. Une fois le code de l'homme qui est en infraction, il n'a pas parlé de masque. Oui. Comment je peux lui signifier son infraction? Oui. Ok. Professeur, l'élément des forces de l'ordre qui est en infraction, comment le lui signifier? Non, il doit avoir d'autres personnes. Donc, vous n'êtes pas la personne appropriée. Non, je ne suis pas. Peut-être on peut rapporter ça à ses supérieurs hiérarchiques. Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui. C'est M. Yao. Yao. Oui. Ok, allez-y. Oui, je voudrais demander, en fait, c'est à propos des casques. Nous savons qu'on arrête les gens quand ils portent quand ils ne portent pas des casques. Et puis quand ils ne portent pas des cache-nez. Voilà, il y a il y a plusieurs types de casques que les gens portent maintenant. Il y a des casques qui portent tout de même, qui ont, disons, des cache-nez devant le menton. Il faudrait encore arrêter les gens pour ça aussi. C'est ce que je voulais savoir. Non, la personne a porté le masque comment? Pardon? Il a porté le masque comment? Bon, il y a certains casques qui sont tellement bourrés que quand vous les portez, le casque ne tient pas. Ah, vous parlez de casque à moto? Casque à moto, oui, bien sûr. Casque à moto. Il y a des casques qui portent des vitres même devant, des vitres faciales. Alors, vous êtes seul à moto ou bien vous avez remorqué quelqu'un derrière? Non, vous êtes seul à moto.
Sur la moto. Donc des casques des grandes, des grosses motos là. Donc vous portez, l'agent de sécurité vous arrête, dit que c'est parce que vous n'avez pas porté en dessous le cache-nez et donc vous êtes en infraction. Alors, je voudrais savoir ce qu'il faut dire par rapport à ça. Professeur? Oui, je pense que tout est question de bon sens. Il y a des casques qui sont complétés par ce qu'on vient de parler, les visières. Et si vous êtes seul sur votre moto, le problème ne se pose pas. Mais il faut avoir le cache-nez à côté parce que quand vous allez laisser tomber la moto, vous allez maintenant mettre votre cache-nez. Mais il faut l'avoir sur soi. Ok. Si vraiment on ne veut pas porter le masque en dessous du casque, au moins avoir le masque à côté. Absolument. Et dès que l'élément vous arrête, vous le lui montrez, vous portez, pourquoi pas. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, alors ça, c'est Hubert qui revient. Oui. Il me semble que ma question n'est pas bien répondue. Je suis un civil. Pardon? Voilà le code de l'ordre qui est en infraction. Comment je peux lui signifier qu'il est en infraction autant que moi? Ouais, nous avons dit que nous ne sommes pas les personnes appropriées pour vous indiquer. Peut-être que vous appelez les supérieurs qui ont dépêché l'élément sur les lieux. Alors que je suis en circulation comme lui, mais lui, il peut m'arrêter. Moi, je ne peux pas le signifier sur l'infraction. Lui, il est autorité dépositaire, il est personne dépositaire de l'autorité publique. Non, mais... Il agit pour la République. Maintenant, nous citoyens, peut-être Joël Lega va vous répondre. Non, mais c'est-à-dire, je pense que c'est facile si la force de l'ordre a une identification, forcément sur lui. Et donc, il suffit de relever cette identification-là, les preuves où tu le vois en pleine circulation sans masque et puis tu remontes. C'est ce que j'ai dit, on relève le numéro d'immatriculation et on remonte ça à ses supérieurs qui l'ont envoyé en mission. Gadiel? Oui, le port du cache-nez est obligatoire. Est-ce que vous voyez? Donc, comment l'appelle-t-on? Le policier mais le gendarme qui ne l'a pas porté, le civil peut le signifier. Pourquoi vous n'avez pas porté votre masque? Est-ce que vous voyez? On peut le lui dire. C'est obligatoire. Ça s'impose à tout le monde. Que vous soyez policier, gendarme ou militaire, vous devez porter cela parce que vous protégez aussi l'autre. Est-ce que vous voyez? Oui. Le professeur vous disait, c'est une question du style. Oui, tout à fait. On peut le lui signifier, mais la loi ne permet pas que ce soit un civil qui arrête les gens. Donc, juste, on peut faire la remarque. Voilà. Et si on a la possibilité, remonter l'information à la hiérarchie pour que des dispositions soient prises. Merci, professeur. Il y a une question qu'un auditeur m'envoie. Il semble que vos collègues cubains qui étaient venus nous aider seraient repartis alors que nous continuons à assister à des augmentations de contamination. Oui, l'information est confirmée. Ils sont partis. Comme je l'ai dit, nous avons un bon système de santé. Nous avons des ressources humaines de qualité au Togo. Et donc, avec ou sans les Cubains, la prise en charge est de qualité. Nous les remercions pour leur appui. Merci. Préparez votre conclusion le temps que nous fassions un tour de table pour recueillir les cartons du jour. Joachim Loco. Carton du jour, moi je donne un carton vert. À qui? Un carton vert aux églises. Parce que j'avoue que j'ai déjà suivi 2 cultes le dimanche passé, le dimanche passé. Et les églises adoptent les mesures de barrière. Chapeau aux responsables des églises. Je pense quand même qu'ils sont sur une bonne voie pour que le gouvernement, dans les jours, bien les semaines, les mois à venir, puisse rouvrir la totalité des lieux de culte. Merci. Dieu aime l'ordre. Dieu aime l'ordre. Merci. Et ils l'ont prouvé. Gadiel Tchanyadji. Je reconduis encore mon carton rouge du mercredi passé à tous ceux qui refusent de porter le cache-nez. Civil ou force de l'ordre? Civil comme force de l'ordre, tout le monde. Ou bien autorité politique aussi. Tous, c'est rendu obligatoire, donc tout le monde doit mettre cela. Donc carton rouge à ceux qui ne le mettent pas. Merci. Joël Corsi-Vignon, les gars. Je n'ai pas de carton. Et vous passez? Oui, je passe. Merci, professeur Claver, Anoumou, Yaouché, Dagnan, que nous avons eu le plaisir de recevoir. Vous avez constaté, vous êtes la grande vedette de l'émission.
vu du côté des auditeurs? Oui, ça veut dire que le coronavirus intéresse tout le monde, on est concerné, on veut s'en débarrasser. Je voulais dire que quand je suis la télévision, je vois beaucoup de monde qui porte le masque, mais qui le porte mal. Le masque doit couvrir la bouche et le nez. Ce sont ces deux orifices-là qui doivent être couverts. Ceux qui couvrent seulement la bouche et laissent le nez, si quelqu'un qui est à côté de vous est infecté, vous respirez, puisque la transmission se fait par voie respiratoire. Vous allez respirer toutes ces gouttelettes-là et vous allez vous contaminer. Professeur, une fois nous avons fait vieux constater, c'était à une manifestation organisée par la A+IA. Le président de la A+IA avait mal porté la bavette. Le doyen de la faculté de droit de l'université de Lomé l'avait mal porté. Une autorité aussi, et un ministre, qui l'avait carrément mis de côté. Nous l'avons déploré ici, mais ça continue à s'observer sur les médias publics. C'est de mauvais exemples qu'on donne à l'opinion. Absolument. Il faut qu'on fasse un effort. Si on doit porter les cache-nez, il faut que ça soit bien porté. C'est seulement en ce moment que ça nous protège. Et je voulais dire également que le coronavirus n'est pas fini. Même si on reprend les activités, les mesures barrières sont toujours d'actualité. Nous devons continuer par les respecter. Merci. Nous terminons cette émission en adressant un coucou collégial ici du studio à M. Detagba qui est à Sototol et puis à Mme Abide qui est à la poste à Véji. C'est le collège du Club La Presse qui vous adresse ces coucous. Nous vous souhaitons bon appétit et nous nous retrouvons au studio demain jeudi, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là et chaque jour, célébrons la vie.